Lorsque Paul entra pour la première fois dans l'ancienne ferme familiale, il fut accueilli par l'odeur indéniable de la décomposition, un mélange de bois pourri, de poussière et du passage du temps lui-même. Instinctivement, il couvrit sa bouche et son nez en se précipitant pour ouvrir les fenêtres, espérant laisser entrer un peu d'air frais et de lumière. La lumière révéla une scène qui ne pouvait être décrite que comme décourageante. Un amoncellement de meubles cassés, des toiles d'araignées épaisses et des décennies de négligence. Paul poussa un profond soupir. Il se demanda dans quoi il s'était engagé. La ferme était restée vide depuis le décès des grands-parents de Paul. Son père, David, avait hérité de la propriété, mais n'avait jamais eu le cœur de la vendre. Pour David, la maison n'était pas qu'une vieille bâtisse, c'était un réservoir de souvenirs. Elle représentait les étés qu'il avait passés à aider son père à réparer les clôtures, les fêtes passées autour de la table à manger de sa mère et une enfance conservée dans chaque planche usée et chaque latte de plancher érodée. La vendre aurait été comme effacer ces précieux moments, alors David avait fait ce qu'il pouvait pour entretenir la maison, faisant 40 minutes de route depuis la ville 2 fois par mois pour réparer des fenêtres, fixer des serrures et sécuriser la propriété. Au fil des années, les efforts de David devinrent plus un rituel qu'une véritable rénovation. Il chargeait son camion de fournitures, de la peinture qui ne touchait jamais les murs, du bois qui restait empilé dans la grange et des outils qui restaient inutilisés. « Le mois prochain », se disait-il. « Je commencerai le mois prochain. » Mais les réparations ne commencèrent jamais et la ferme se détériora progressivement, gagnant le surnom de la maison hantée des Mackenzie parmi les voisins. C'était une ombre de la maison animée qu'elle avait été, un symbole du passé de la communauté. Lorsque David décéda, la responsabilité de la ferme incomba à Paul. Mais, contrairement à son père, Paul n'avait pas de lien sentimental avec cet endroit. Vivant en ville, il trouvait difficile de justifier le temps ou l'argent qu'il faudrait investir dans cette propriété. Elle resta négligée pendant des années jusqu'à ce que le comté lui envoie une lettre, l'avertissant que la structure délabrée représentait un danger et nécessitait des réparations urgentes, sous peine d'être condamné. Sa compagnie d'assurance fit écho à ce sentiment, refusant de couvrir une maison vide et dangereuse. Paul dut faire un choix, réparer la ferme ou la perdre. À contre-cœur, il prit une semaine de congé et conduisit jusqu'au Tennessee. Se tenant devant la ferme pour la première fois depuis des années, Paul se sentit submergé. Les réparations semblaient impossibles. Le toit seul coûterait une fortune et les systèmes électriques et de plomberie étaient entièrement obsolètes. Vendre la maison semblait être la seule option viable. Mais avant de pouvoir la mettre sur le marché, il devait effectuer un nettoyage en profondeur. Paul commença par le jardin, où les mauvaises herbes avaient envahi la propriété, rendant même les marches du perron invisibles. À l'intérieur, le papier peint se décollait des murs en longues bandes, et chaque pièce était encombrée d'objets oubliés. Chaque matin, Paul s'attaquait à une nouvelle pièce, triant les objets en 3 piles, à garder, à donner et à jeter. Le travail était éprouvant, son dos lui faisait mal à force de soulever des cartons, et ses mains étaient constamment couvertes de poussière. Mais petit à petit, la maison commença à perdre son apparence de relique hantée pour retrouver celle d'un foyer. Un jour, alors qu'il vidait le petit placard sous l'escalier, Paul fit une découverte inattendue. Ce placard, autrefois utilisé par sa grand-mère pour ranger les manteaux et les produits de nettoyage, avait une section de tapis déchirée sur le sol. En retirant le matériau effiloché, Paul remarqua quelque chose d'étrange. Une poignée métallique fixée au sol. Elle était circulaire, de la taille de sa paume, et semblait faire partie d'une trappe dissimulée. La curiosité de Paul fut éveillée. Pourquoi ses grands-parents auraient-ils une cachette secrète sous leur sol? Et pourquoi était-elle si soigneusement dissimulée? Il essaya de tirer sur la poignée, mais elle ne bougea pas.
après plusieurs minutes d'effort, Paul réalisa qu'il aurait besoin d'aide. En parcourant ses contacts, il appela Kingsley, un serrurier qui l'avait récemment aidé à réparer la porte d'entrée. Kingsley arriva dans l'heure, intrigué par la description de Paul. En examinant la poignée, l'attitude professionnelle de Kingsley se transforma en fascination. « Ce n'est pas une simple pièce de quincaillerie », expliqua-t-il. « C'est un coffre-fort encastré professionnel. D'après le design, il a probablement été installé dans les années 1930 ou 1940. Vos grands-parents devaient avoir quelque chose de très précieux à protéger. » Ensemble, ils passèrent des heures à utiliser des outils et des techniques pour déverrouiller le mécanisme ancien du coffre-fort. Alors que le soleil commençait à se coucher, un déclic satisfaisant résonna dans la pièce. Paul saisit de nouveau la poignée et cette fois, la trappe s'ouvrit dans un grincement. En éclairant l'obscurité en dessous avec sa lampe de poche, l'enthousiasme de Paul diminua légèrement. Le fond du coffre-fort était rempli d'eau stagnante, probablement à cause d'une fuite de canalisation qui avait inondé la maison des années auparavant. Empilées soigneusement au-dessus de l'eau, des rangées de briques formaient une barrière protectrice. Paul commença à retirer les briques une par une, son cœur battant d'excitation. Sous les briques se trouvait un trésor qui dépassait toutes les attentes. Malgré les dégâts causés par l'eau, une grande partie de la collection était remarquablement bien préservée. Le premier objet que Paul sortit était un livre de collection de pièces de monnaie datant de 1937. Sa couverture était déformée par l'humidité, mais les pièces à l'intérieur restaient intactes, soigneusement enveloppées dans des matériaux de protection. Paul réalisa rapidement que ce n'était que le début. D'autres livres de collection suivirent, chacun contenant des pièces méticuleusement conservées. Puis vinrent des pièces détachées, certaines communes pour leur époque, mais d'autres rares et uniques. Paul reconnut des Indian Head Pennies, des Mercury Dimes et des pièces dont il avait seulement lu dans des guides pour collectionneurs. La passion de son grand-père pour la numismatique était bien plus profonde que quiconque ne l'avait imaginé. Ensuite, Paul découvrit des liasses de billets de banque, leurs bords ramollis et tachés par l'eau. Pourtant, même ceux-ci avaient été soigneusement préservés, enveloppés dans du papier ciré et organisés par année et par dénomination. Certains portaient des numéros de série uniques, témoignant du regard avisé de son grand-père pour les trouvailles rares. Puis vinrent des lingots d'argent, brillants sous la lumière de la lampe torche, comme s'ils n'avaient pas été touchés par le temps. Chacun portait des gravures détaillées indiquant leur origine et leur pureté. Ces découvertes peignaient le portrait d'un homme qui avait investi non seulement dans la valeur monétaire, mais aussi dans l'histoire elle-même. Parmi les trésors, une boîte rouillée attira l'attention de Paul. Son contenu, un mélange de bijoux et de montres de poche, était moins soigneusement préservé, suggérant qu'ils avaient été ajoutés à la hâte. Certains objets étaient endommagés, mais d'autres restaient en excellent état. Paul se demanda s'il s'agissait d'héritages familiaux ou peut-être de souvenirs que ses grands-parents avaient collectés au fil des ans. Ces découvertes laissèrent Paul sans voix. Il appela son cousin Marc à l'aide, sachant que la tâche de cataloguer et d'organiser tout cela était trop grande pour une seule personne. Ensemble, ils installèrent un espace de travail près du coffre-fort, aménageant des tables et des lampes pour examiner soigneusement chaque pièce. Marc arriva avec son camion, impatient de contribuer. Ensemble, lui et Paul entreprirent le processus minutieux de documenter chaque objet. Paul manipula les pièces avec des chiffons doux, suivant scrupuleusement les directives de manipulation qu'il avait recherchées en ligne. Marc aida à les organiser, s'émerveillant de l'étendue de la collection de leur grand-père. Alors qu'ils continuaient leur travail, d'autres trésors émergèrent. Des pièces en argent du XIXe siècle, des Buffalo Nickels qui brillaient encore,
et des pièces étrangères venues des 4 coins du monde racontaient l'histoire de la passion de leur grand-père pour la collection. Même les billets de banque, bien qu'en grande partie endommagés par l'eau, révélaient l'approche méthodique d'un collectionneur avisé. Paul se souvenait de la façon dont son grand-père lui montrait, lorsqu'il était enfant, une petite vitrine de pièces de monnaie et lui racontait des histoires sur des centimes rares et des erreurs de frappe uniques. À l'époque, Paul pensait que ce n'était qu'un passe-temps original. Il n'aurait jamais imaginé l'ampleur du trésor caché de son grand-père. Après avoir trié les pièces et les lingots d'argent, ils se concentrèrent sur la boîte rouillée. À l'intérieur, ils trouvèrent des montres de poche et des bijoux de famille, y compris un médaillon contenant un portrait peint de la grand-mère de Paul jeune. Chaque objet semblait chargé d'histoire, tissant un récit du passé de leur famille. Mais le coffre sous l'escalier n'était pas la seule cachette secrète de la ferme. En nettoyant le bureau, Marc découvrit une vieille table basse qui semblait inhabituellement lourde. Une inspection plus approfondie révéla un deuxième coffre-fort, intégré directement dans le meuble. Contrairement au coffre au sol, celui-ci s'ouvrit facilement, son mécanisme ayant été protégé de l'humidité pendant des années. À l'intérieur, ils trouvèrent une autre surprise, une collection de pistolets, chacun soigneusement enveloppé dans des tissus cirés. Les armes allaient d'un revolver Colt de la guerre civile à un pistolet de service datant de la Seconde Guerre mondiale. Chaque arme était accompagnée de documents détaillant son origine et son histoire. Le grand-père de Paul avait manifestement pris grand soin de préserver cette collection. Parmi les armes, un pistolet se démarquait particulièrement. Un modèle rare de 1920, presque entièrement tombé dans l'oubli. Seulement 1000 exemplaires de ce modèle avaient été fabriqués et la plupart avaient été détruits. Le grand-père de Paul avait trouvé cette pièce exceptionnelle lors d'un vide-grenier en 1963. Aujourd'hui, elle valait plus que toutes les autres armes réunies. En examinant les armes, Paul remarqua autre chose cachée en dessous. Une pile de billets de banque signés par Joseph W. Barr. Au début, il ne comprit pas leur signification, mais une recherche rapide sur Internet révéla leur histoire unique. Barr avait exercé les fonctions de secrétaire au Trésor durant seulement 29 jours en 1968. Cette période extrêmement courte avait donné lieu à l'émission d'un nombre restreint de billets portant sa signature, devenus depuis des pièces rares et très recherchées par les collectionneurs. Les réseaux sociaux s'avérèrent précieux lorsque Paul partagea des photos de ses découvertes. Des experts en numismatique expliquèrent que bien que les billets Barr aient été imprimés à des millions d'exemplaires, ils représentaient moins d'1% de la monnaie produite à cette époque. En trouver un seul en bon état était rare. Découvrir une collection bien préservée de différentes dénominations était extraordinaire. Les découvertes de Paul ne révélaient pas seulement la valeur monétaire des objets, mais elles peignaient également un portrait de ses grands-parents comme des historiens et non simplement des collectionneurs. Chaque objet avait été choisi avec un but précis, qu'il s'agisse d'une pièce datant d'une année où la production était faible, d'un lingot d'argent acheté pendant la Grande Dépression ou d'un pistolet lié à l'histoire américaine. Même les lingots d'argent racontaient une histoire. Un historien expliqua que pendant la Grande Dépression, lorsque les banques faisaient faillite et que les économies disparaissaient, l'argent et l'or conservaient leur valeur. Les dates gravées sur les lingots indiquaient que les grands-parents de Paul avaient commencé à les collectionner en 1931, à une époque où la sécurité financière était loin d'être garantie. La collection d'armes à feu était également riche en histoire. Chaque arme avait été soigneusement documentée, sa provenance enregistrée avec une précision méticuleuse. Du revolver Colt ramené par un soldat de la guerre civile au peacemaker utilisé dans l'Ouest sauvage, la collection couvrait des décennies de l'histoire américaine. En reconstituant la signification des collections de ses grands-parents,
Paul fut confronté à une décision difficile. La ferme nécessitait encore des réparations importantes et le coût dépassait largement ce qu'il pouvait se permettre. Vendre certains des objets semblait inévitable, mais lesquels? Après une longue réflexion, Paul créa 3 catégories. La première comprenait des objets endommagés ou en double qu'il vendit à des collectionneurs. Les recettes couvrirent le coût d'un nouveau toit, de réparations structurelles et de systèmes modernes de chauffage et de climatisation pour la ferme. La deuxième pile contenait les objets les plus rares et les plus précieux, comme les billets barres et les pièces uniques qu'il donna au Musée national de la monnaie. Ce faisant, Paul s'assura que ces morceaux d'histoire seraient préservés pour les générations futures, tout en gardant la propriété pour sa famille. La troisième pile était la plus personnelle. Elle comprenait des objets liés aux histoires de ses grands-parents, des pièces ayant une valeur sentimentale plutôt que monétaire. Paul décida de conserver ces trésors dans la famille, les exposant dans des vitrines sur mesure dans le salon de la ferme. Avec les rénovations terminées, la ferme devint bien plus qu'un bâtiment restauré. Elle était un témoignage de l'héritage de la famille. Chaque mois, les proches s'y réunissaient pour partager des repas, explorer les collections et transmettre les histoires de leurs ancêtres. La ferme se transforma en un musée vivant, où l'histoire et la famille se mêlaient. Les découvertes de Paul ne sauvèrent pas seulement la ferme, mais approfondirent également son lien avec le passé de sa famille. Grâce à leurs efforts méticuleux de préservation, ses grands-parents avaient protégé des morceaux de l'histoire américaine, garantissant que leur héritage serait honoré. Parfois, les plus grands trésors se trouvent cachés dans les endroits les plus inattendus, attendant que quelqu'un les découvre et partage leurs histoires avec le monde.